Bonjour et bienvenue à tous pour l'édition 2021 des Journées d'échange du renouvellement urbain. Une édition qui pour la première fois est 100% digitale et que vous pouvez suivre grâce à une web app dédiée qui vous permettra de suivre l'ensemble des sessions au programme et d'interagir avec les intervenants. Comme sur des GRU classiques, vous pourrez ainsi prendre contact avec l'ANRU, ses partenaires, les startups innovantes, mais aussi discuter entre vous dans un café virtuel, découvrir une sélection d'artistes dans l'espace culturel ou encore avoir l'accès à l'ensemble des participants via l'annuaire et à toute la médiathèque de contenu de l'événement. Un tutoriel réussir sa participation au GRU est à votre disposition sur la page d'accueil de la plateforme que je vous invite à consulter pour ne rien rater et profiter au mieux de ces journées. Des journées, Olivier Klein, qui promettent encore d'être riches cette année entre grands débats, déambulations urbaines et retours d'expérience. Oui, merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je voudrais à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui sont peu nombreux mais présents autour de nous, souhaiter la bienvenue au GRU 2021, des GRU évidemment particulières, digitales. On a pris l'habitude depuis malheureusement un an de ces rencontres en distanciel, mais même si ces GRU sont digitales, sont différentes, c'est des GRU extrêmement importantes, pas du tout des GRU au rabais, bien au contraire. Il y a un programme qui est très riche, beaucoup de personnes sont inscrites, près de 2500 inscrits, donc ça montre l'impatience, l'envie de se retrouver. Les derniers GRU ont eu lieu en 2017, on était à la grande halle de la Villette, ça avait été un moment extrêmement riche. Là, on est dans un lieu particulier, on est à Pantin, dans le futur bâtiment de l'ANRU. On est très heureux de vous le faire entrevoir ce matin, vous le verrez bien mieux. C'était important pour nous que l'ANRU vienne s'installer en Seine-Saint-Denis, encore plus près des quartiers populaires et dans ce lieu qui sera bientôt un lieu de travail, de rencontre, eh bien, nous aurons cette journée de travail. Ces GRU, même si on est en distanciel, ça va être le moment de table ronde, d'ateliers. L'ensemble de ces moments digitaux seront enregistrés. Donc, si vous avez une absence, un moment où vous devez faire autre chose, vous pouvez revoir l'ensemble des contenus en replay. Donc, on est vraiment au top de la modernité. Et puis, nous aurons l'honneur et le plaisir d'accueillir plusieurs ministres, dont une qui est déjà à nos côtés et que je remercie, Nadia Hay, qui conclura cette matinée. Et demain, Emmanuelle Wargon sera à nos côtés. Je crois qu'elle est bientôt de retour de l'île de la Réunion, un quartier cher aussi à la politique de la ville et à l'ANRU. Donc voilà, 2 jours de travail, 2 jours d'échange. On a aussi des startups qui sont présentes à nos côtés dans le programme ANRU Plus Innovation. Vous avez la possibilité de vous promener dans cet espace digital. On est tous à peu près entraînés à le faire maintenant. Donc avec vous tous, on va passer de très bons GRU. Voilà, merci et merci à tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour que ces journées puissent enfin avoir lieu. Et je ne citerai personne, mais vraiment ça représente un énorme travail. Merci à tous, bon GRU. Merci Olivier. Transformer les quartiers, cultiver les possibles, c'est sous cette double ambition qu'est placée cette ouverture des GRU. J'invite pour en parler à nous rejoindre tout de suite sur ce plateau Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive, Bruno Arcadipan, président d'Action Logement, et Marianne Louis, directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. Nadia Hay, la ministre déléguée à la ville, fera, comme Olivier Klein vient de vous le dire à l'instant, la conclusion et nous rejoindra en toute fin de séquence. Pendant que nos invités s'installent, un petit rappel, le NPNRU, c'est désormais 12 milliards d'euros. Ça vise à traiter quelques 450 quartiers, qu'il s'agisse de rénover évidemment le parc de logements ou de créer des nouveaux équipements publics. Les travaux ont effectivement commencé, voire pour certaines opérations, on nous en parlerait peut-être, sont terminés. Mais ce deuxième programme de renouvellement va plus loin que le premier. Il s'agit de raisonner plus largement sur l'attractivité et la qualité de vie dans ces quartiers. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons déjà avec vous, Jean-Daniel Lévy, le regard que portent sur leur territoire les habitants de ces quartiers au regard du regard que portent les Français sur leur propre quartier d'habitat. Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, une enquête que nous avons été amenés à réaliser il y a de cela quelques jours. Je vais vous montrer des éléments de fiches techniques auprès de 2 catégories de population.
La première catégorie de population, c'est l'ensemble de la population française, quel que soit son sexe, son âge, sa localisation géographique et le type de quartier, évidemment, au sein duquel celle-ci est appelée à habiter. Et puis le deuxième aspect, une focalisation autour de ceux qui habitent aujourd'hui dans les QPV pour essayer de voir justement si dans cette période, qui est une période, j'allais dire, si j'étais un petit peu optimiste, post-pandémie, on avait un regard qui était changé de la part de nos compatriotes, et s'il y avait d'une manière générale un regard qui appellerait à faire en sorte que, alors que la France s'est construite autour des notions de solidarité, d'égalité, de répartition et de péréquation territoriale, si ces dimensions-là pouvaient être obérées par la crise sanitaire et faire en sorte que ces aspects-là apparaissent comme étant moins importants que par le passé aux yeux de nos compatriotes, quelle que soit leur localisation géographique. Et puis il y avait également une interrogation un peu conjoncturelle. On parle beaucoup aujourd'hui de la crise sanitaire, évidemment, on parle également beaucoup de la crise économique. Et ces dimensions-là sont-elles de nature à pouvoir balayer un certain nombre de préoccupations ou de représentations de la part également de nos compatriotes, justement sur tout ce qui appelle à des phénomènes qui sont des phénomènes d'égalité territoriale et de justice sociale. Dans ce contexte-là, nous avons été amenés à travailler, vous le voyez très récemment, auprès de deux types de populations, un peu plus de 1000 personnes qui sont représentatives de la population qui vit en France, et puis près de 700 personnes qui vivent précisément dans des quartiers prioritaires de politique de la ville. L'enquête est une enquête riche. L'idée, ce n'est pas de tout vous présenter. Vous pourrez avoir accès sur Internet à la totalité des résultats, mais l'idée, c'est de pouvoir voir quelques enseignements qui nous apparaissent comme étant essentiels. Le premier aspect, c'est qu'on a un regard qui est majoritairement positif vis-à-vis du quartier d'habitation et qui est un peu moins partagé dans les QPV. Premier aspect, vous pouvez le voir à chaque fois que nous allons avoir des barres en vert foncé, cela renverra à l'ensemble de la population française, en bleu auprès précisément des habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville. Premier aspect, est-ce qu'on est satisfait déjà de vivre dans sa commune, vivre dans son quartier? La réponse est oui, vous le voyez de manière majoritaire, auprès de l'ensemble de la population française et également auprès des habitants des QPV, même si ceci apparaît comme étant un peu moins marqué. Le deuxième aspect, en dehors de la satisfaction, est-ce qu'on est attaché à sa commune ou à son quartier? Là aussi, les 3/4 de la population française déclarent que oui, elle est attachée aussi bien à sa commune qu'à son quartier. Et puis le troisième aspect, est-ce qu'on a le sentiment d'une manière générale que lorsqu'on doit avoir une appréciation de ce que peut être la situation de sa commune d'un côté ou de son quartier, là aussi, une majorité très nette de Françaises et de Français qui vont dire que oui, la situation est une situation bonne. Il y a, comme on peut s'y attendre, notamment en fait en raison des composantes sociales des personnes que nous avons été amenés à interroger, une petite différence entre les habitants d'un point de vue général en France et plus précisément ceux qui habitent dans les QPV, mais il n'y a pas de rupture. Et on n'est pas face à deux France qui sont en opposition. Pour être caricatural, une France où il ferait bon vivre et une France où on aurait des difficultés à vivre. Donc c'est un des points, je pense, qui est important à retenir. Petite différence, mais pas de décrochage massif selon les populations qu'on a pu être amené à interroger. Deuxième aspect, deuxième point d'investigation, quelles sont les attentes de la part des habitants d'un point de vue général et notamment des habitants en QPV. Là, nous avons été amenés à lister un certain nombre de dimensions en demandant si, concernant le quartier, il s'agissait de dimensions qui devaient apparaître comme étant prioritaires ou pas, et nous avons listé un certain nombre d'aspects. La force des graphiques nous permet de tout de suite avoir une petite impression rétinienne de la tonalité et de l'intensité des réponses. Là, vous le voyez, quand on habite dans un QPV, chacune des propositions, chacune des mesures à prendre apparaît comme étant plus prioritaire qu'auprès de l'ensemble de la population française. Donc on a un niveau d'exigence qui est marqué de la part de ses habitants. Le deuxième aspect qui me marque, c'est qu'il y a une préoccupation diffuse en matière d'amélioration de la qualité de vie qui renvoie à toutes les thématiques écologiques et environnementales qui ressortent de manière extrêmement nette.
Les deux réponses les plus fortes qui sont citées de la part des habitants des QPV, ce sont la réalisation de rénovations énergétiques pour améliorer la performance des bâtiments, notamment en matière d'isolation. Et donc on voit bien une dimension qui va avoir trait non seulement à une responsabilité écologique et environnementale, mais également avec des conséquences à caractère individuel sur la dépense que l'on peut avoir. Et puis le deuxième aspect, c'est le fait de pouvoir accorder plus de place aux espaces verts et à la végétalisation auprès des habitants des QPV. Dans une certaine mesure, cela donne à voir qu'on a envie encore plus de s'approprier le quartier au sein duquel on habite et on a envie d'améliorer d'une manière générale. Et qu'on n'est pas dans une dimension où on se dit plus tôt je peux, plus tôt j'en partirai ou je quitterai celui-là. Donc j'ai envie de me l'approprier. Et vous pouvez voir également que les autres aspects sont cités, comme le fait de pouvoir rénover l'intérieur des logements, comme le fait de pouvoir rénover les espaces piétons, voire même mettre en avant l'extérieur des logements ou encore la démolition des logements dégradés et la reconstruction de logements qui sont plus adaptés. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on habite aujourd'hui dans un quartier prioritaire politique de la ville, on n'est pas dans un regard qui va être un regard purement individualiste. On ne va pas être un regard qui va être uniquement monocentré sur son logement en tant que tel, mais également sur l'environnement au sein duquel on peut être amené à évoluer. Et en disant dans un même élan, on souhaite qu'il puisse y avoir et une amélioration d'une dimension qui va avoir trait au collectif et également un aspect qui peut avoir trait à l'individuel. Si l'on poursuit, on peut voir également que concernant la mixité sociale, il s'agit en France, et peut-être en France plus que dans les autres pays dans lesquels on peut être amené à travailler, d'un idéal à rechercher aux yeux de la majorité de la population qui vit en France. Même question posée, est-ce que d'une manière générale, on est favorable ou opposé au principe de mixité sociale, c'est-à-dire l'objectif que sont présents au sein d'un même territoire des personnes qui sont issues de milieux sociaux différents? La réponse est très nettement oui. Vous le voyez, 71% de l'ensemble de la population française s'y déclare favorable et nous avons une proportion qui est encore plus importante de la part des habitants des QPV, 78% de leur côté. Le niveau d'opposition est faible et le niveau d'opposition absolu apparaît comme étant extrêmement minoritaire, 11% parmi l'ensemble de la population française, 8% parmi l'ensemble des personnes qui habitent en QPV. Qui aspire à ce qu'il y ait d'une manière générale une mixité, un principe de mixité sociale, majoritairement toutes les catégories de population. Toutes les catégories, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau social, quel que soit le quartier d'habitation et même quelle que soit la proximité politique des personnes qui sont interrogées. Alors, il y a évidemment des nuances d'appréciation et des intensités qui sont plus ou moins marquées selon les individus, mais quoi qu'il en soit, cet idéal est un idéal qui traverse l'ensemble de la société française et là encore, avec un petit surplus de la part des habitants des QPV, mais qui n'est pas de nature à pouvoir créer un clivage d'appréciation. On en finira sur cette dernière dimension, si vous le voulez bien. Le premier aspect, en dehors de l'idéal, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'en France, dans sa commune ou encore dans le quartier, il y a une mixité sociale qui est équilibrée? La réponse est oui, d'une manière générale, dans la population française, qu'il s'agisse du quartier ou de la commune. La réponse est unanimement partagée, quelle que soit la localisation d'habitation concernant la France d'un point de vue global. Et en revanche, lorsqu'on habite dans un QPV, on a le sentiment que l'équilibre n'est pas au rendez-vous, que ce soit dans la commune ou encore dans le quartier. Une fois qu'on a dit ça, faut-il, une fois le constat porté, aller et envisager, aller vers plus de mixité? Et d'une manière générale, même si le regard est un peu plus mitigé concernant la commune ou le quartier, l'idéal d'une répartition meilleure et d'une meilleure mixité sociale dans l'ensemble de la société française, vous le voyez, est travaillé par 72% de la population française et 81% de la population qui habite dans les QPV. Il y a donc aujourd'hui un idéal républicain qui nous travaille encore collectivement. On a encore une aspiration avec une notion qui est une notion qui fait partie de notre devise, la notion d'égalité et d'égalité territoriale qui traverse d'ailleurs, on le voit bien, tous les grands débats de société où globalement, il y a une aspiration à faire en sorte que cette mixité puisse être présente.
À n'importe quelle condition, la réponse est non, avec toujours la recherche d'un terme qui est un terme qui est posé et qui traverse l'ensemble de la population française, qu'il s'agit du terme d'équilibre. Oui à la mixité, mais oui à une mixité qui répond justement à cette exigence d'équilibre de la part de la société française. Donc on voit bien, nous avons connu une période qui est une période nette de tension dans la société française et de préoccupations majeures autour des questions sanitaires, autour des questions économiques, autour des questions sociales, mais que ces thématiques-là ne viennent pas balayer ce qui constitue une bonne partie de l'ADN de notre territoire et de notre nation. Merci pour cette présentation. Vous restez avec nous, vous aurez le loisir de réintervenir évidemment si vous le souhaitez. Peut-être restons sur ces résultats. Olivier Klein, qu'est-ce qui vous inspire? 73% d'habitants qui finalement sont favorables, satisfaits de leur quartier, même si QPV et zones en rue ne sont pas totalement juxtaposables. C'est quand même plutôt peut-être le signe que la transformation des quartiers, ça fonctionne? Oui, merci beaucoup. Je trouve que cette étude, elle donne de l'optimisme, du dynamisme. On voit que le niveau de satisfaction est quand même moindre pour les habitants des quartiers en politique de la ville. Et ça prouve évidemment le besoin de la politique de la ville, du renouvellement urbain. Et en même temps, on voit l'attachement à son quartier. Donc les gens pensent qu'on peut y arriver, qu'on peut transformer durablement ces quartiers en changeant le logement, en amenant plus de qualité de vie à travers les espaces verts, en amenant des transports, de la tranquillité, de la sécurité, une meilleure école. Et c'est effectivement le rôle de l'ANRU sur lequel on s'attelle maintenant depuis de nombreuses années avec nos partenaires que je remercie et que je salue, Bruno Arcadipane et Marianne Lui pour Action Logement et l'USH. Je salue aussi mon compère Jean-Baptiste Olsi, qui est vice-président de l'ANRU et représentant d'Action Logement. C'est vraiment extrêmement important, et c'est vrai qu'avec les 2 milliards supplémentaires que le Premier ministre a annoncé au CIV, donc c'est 12 milliards d'euros qu'on va pouvoir investir dans les quartiers populaires, mais en réalité c'est près de 50 milliards qu'on va pouvoir investir dans les années qui viennent avec l'effet de bras de levier des financements de l'ANRU. Eh bien on est en capacité, je crois, vraiment de répondre en partie à ces aspirations, notamment ces aspirations de mixité. Et là aussi, je trouve que c'est très encourageant de voir cette envie de mixité, cette volonté de ne pas rester ou de ne pas être dans l'entre-soi. Et ça contredit parfois quelques idées reçues. Les habitants des quartiers populaires n'ont surtout pas envie de cet entre-soi. Et c'est aussi un des travaux que l'on doit mener de manière forte dans les quartiers populaires, c'est-à-dire garder les populations qui vont bien, et c'est le sens de ce que l'on fait avec l'agence et la politique de la ville, et puis à un moment aussi donner envie à d'autres de venir. La transformation, on a pu faire parfois le grief à l'ANRU qu'il y avait un programme qui était sur la table, des milliards qui étaient annoncés, mais que dans les quartiers, la transformation ne se voyait pas. Le NPNRU, aujourd'hui, concrètement, il en est où? On sait que les grues, quand elles arrivent dans les quartiers, c'est là où ça commence à prendre corps pour les habitants. Donc on en est où sur ce programme? C'est des processus qui sont longs, évidemment, mais c'est des processus qui avancent. D'abord, 90% en gros des programmes aujourd'hui ont été validés, sont passés ce qu'on appelle en comité d'engagement. En gros, c'est plus de 11 milliards d'euros qui aujourd'hui sont déjà prêts à être dépensés. Après, c'est des chantiers qui ont démarré partout. Il y a 400 chantiers, il y a 400 programmes en rue, quartiers en rue, pardon. Il y a en gros près de 300 chantiers qui ont déjà démarré. Certains ont même été livrés. On est ici à Pantin, à Romainville, pas très loin d'ici. Il y a une école qui est terminée. J'ai déjà vu dans un certain nombre de visites des bâtiments démolis, des chantiers. Si vous venez à Clichy-sous-Bois, j'ai visité hier le chantier du conservatoire qui est en train d'être construit. Il y a déjà un immeuble aux Chênes Pointues qui est démoli. Enfin, partout en France, les programmes en rue ont démarré et ça va continuer et ça va s'amplifier. On a l'exemple du premier programme. Il y a forcément un temps d'étude, parfois trop long. En tout cas, quand on habite dans ces quartiers, il est perçu comme trop long. Mais après, une fois que ça s'engage, avec la force de nos partenaires, avec la force des élus locaux qui s'engagent très fort pour le renouvellement de ces quartiers, avec aussi la force des habitants. Et ce nouveau programme a, je crois, beaucoup associé les habitants dans cette phase de réflexion. Mais en même temps, quand on associe les habitants, et c'est très bien, il faut le faire, ça génère encore plus d'impatience parce qu'on les fait travailler très tôt à la réflexion de ces programmes. Donc oui, ça avance.
il va falloir le montrer partout et continuer à le faire, mais je ne doute pas, notamment avec ce renforcement de ces 2 milliards qui nous permet d'aller encore plus loin dans l'ambition, que les gens voient déjà les changements. Et en plus, une des impatiences, c'est aussi la réussite du premier programme. Quand on voit ce qu'on a déjà fait, ça donne encore plus envie de faire. Merci. La question de la concertation et la place des habitants, vous leur donnerez la parole pendant ces GRU. Il y a plusieurs ateliers, je crois, où ils interviennent. Bruno Arcadipan, Olivier Klein parlait à l'instant des 2 milliards d'euros supplémentaires alloués au programme. Vous présidez Action Logement, qui est donc le principal financeur du NPNRU. Votre conseil d'administration a d'ailleurs voté hier le réabondement du programme à hauteur de 1,4 milliard. Qu'est-ce que ça vous évoque, les résultats du sondage présenté ce matin? Et au-delà de donner de l'argent, si je puis dire, c'est quoi l'intervention d'Action Logement concrètement sur le NPNRU? Merci beaucoup. Bon, je souhaiterais tout d'abord saluer le travail effectué sur cette étude et la qualité de cette dernière. C'est très éclairant et en plus ça va totalement dans le sens de l'engagement historique d'Action Logement pour les quartiers, pour les QPV et particulièrement pour l'ANRU. Peut-être quelques dates pour se resituer dans la temporalité de l'ensemble de nos opérations. Action Logement a souhaité s'investir très fortement dans ces quartiers en 2001, puisque notre association Foncière Logement a 20 ans. Donc en 2001, l'ANRU est né d'une idée notamment de mon ami Jean-Louis Borloo en 2004. Donc nous étions déjà très proches, très attentionnés pour ces quartiers qui sont quand même le cœur de nos bassins d'emploi, le cœur de nos pays. Nous sommes évidemment le financeur, mais pas que. Nous sommes le financeur depuis le premier jour de l'ANRU, puisque aujourd'hui on peut le dire, grosso modo ce sont 10 milliards d'euros sur ce premier programme dont le président faisait allusion, mais nous sommes un acteur de ces quartiers à travers notamment nos ESH qui travaillent toutes sur les QPV, mais également la Foncière Logement, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette dernière lorsqu'on abordera le sujet de la mixité. Moi, ce qui me marque évidemment sur les premières lignes de cette enquête, c'est qu'en effet, il n'y a pas de rupture. Je crois que ça a clairement été dit par Jean-Daniel. Il n'y a pas de rupture, mais il y a une énorme attente. Quand on voit ces courbes, ces stats, on sent très vite qu'il y a une attente énorme. Donc, il y a eu un travail considérable de fait depuis des années, mais je crois que ce qui va être intéressant dans ces GRU, c'est justement de regarder devant nous, de regarder les perspectives, et c'est notamment pour ça qu'Action Logement a souhaité, sur les 2 milliards d'euros supplémentaires dont parlait Olivier à l'instant, de réabonder pour 1,4 milliard d'euros. Donc oui, Action Logement est un financeur de l'ANRU, mais surtout un acteur. Ça a été dit, Jean-Baptiste Dolcy en a la vice-présidence. Nous avons dans les instances de l'ANRU, parmi nos administrateurs les plus dynamiques, nous souhaitons participer et à la vie de l'ANRU et à la vie de ces quartiers, et d'être aussi une force de proposition pour ces derniers. Merci. Marianne Louis, les organismes HLM sont aussi des acteurs incontournables de la rénovation urbaine. Jean-Daniel Lévy le notait tout à l'heure, les attentes en matière d'urbanisme sont fortes, notamment en ce qui concerne le logement, la rénovation, qu'elle soit thermique ou qu'on ait envie de verdure, surtout dans cette partie de l'année post-Covid, après les mois qu'on vient de traverser. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, sachant que les attentes vis-à-vis des organismes HLM sont immenses déjà, ne serait-ce que de pouvoir y accéder et ensuite après d'avoir un cadre de vie agréable? D'abord, je crois qu'il y a un enseignement un peu général quand on voit quand même le degré de satisfaction, alors qui n'est pas non plus, je veux dire, mais qui est quand même assez significatif, c'est que, je pense que ça doit nous donner un peu tous d'espoir collectivement, c'est qu'il y a des politiques publiques qui rencontrent l'adhésion de nos concitoyens. Quand elles sont coordonnées, quand elles mobilisent tous les acteurs, l'État, les partenaires, je remercie également Action Logement, le travail qui est fait par l'ANRU, le travail qui est fait avec les collectivités locales, qui est fait avec les réseaux associatifs, concrètement, ça peut changer la vie des gens.
Et quand ça change leur vie, eh ben, ils le saluent et ils le remarquent. Et ça, je pense quand même que c'est extrêmement important dans cette période de grand doute sur les politiques publiques de se dire qu'il y a des politiques publiques qui fonctionnent, mais qu'elles nécessitent vraiment d'être très transversales et tournées vers une seule question qui a été bien résumée par Olivier, qui est comment les gens vivent et comment on améliore leurs conditions de vie. Alors nous, évidemment, les bailleurs, on prend notre part dans ce travail-là, qui est à travers la question du logement. On passe beaucoup de temps dans son logement. Et donc l'amélioration du logement à l'intérieur, du logement dans son insertion urbaine, c'est le cœur de notre problématique. On est évidemment présent depuis le premier plan de rénovation urbaine. On est présent dans le NPNRU. Les bailleurs investissent beaucoup. Bruno évoquait la participation d'Action Logement qui est absolument essentielle. Hein. Sans cette participation d'Action Logement, on ne réussirait pas à faire ces transformations urbaines. Je pense qu'il faut le dire très clairement. Et puis, au-delà de ça, ce qu'on arrive à créer, c'est des dynamiques partagées autour de cette question. Alors c'est vrai que les enjeux sont peut-être en prolongation, un peu, il y a toujours cette question de la qualité du logement, mais après il y a des problèmes, il y a des questions nouvelles, je ne sais pas si c'est le problème, il y a des questions nouvelles qui apparaissent, qui ont été évoquées. Il y a la question qui ont été mises en avant par la crise, mais en fait qui existaient déjà avant. La question de disposer d'un espace extérieur, d'un balcon, etc. C'était déjà une demande. On le sait, en mairie, quand les gens ont un logement sans balcon, ils essayent d'après d'avoir un logement avec balcon, et c'était le cas avant la crise. Alors là, encore plus, mais c'est déjà un sujet. La question de l'isolation phonique. L'isolation phonique des logements, c'est un vrai sujet. C'est déjà un sujet en temps normal, et quand on est confiné H24 dans son logement, c'est encore plus un sujet. La question des échelles de proximité, des espaces verts de proximité, etc., c'est aussi des sujets, des commerces de proximité qu'on retrouve. Donc je crois que ce qui est important, et ce qu'on a aussi démontré ces dernières années, et c'est un peu je crois ce qu'il faut qu'on garde, c'est à la fois une ambition collective très large, et en même temps, je dirais, ne pas tomber dans la routine, et être capable de s'adapter aux évolutions et aux expressions d'évolution de besoins. Merci. Un autre enseignement du sondage, vous en parliez tout à l'heure, Jean-Daniel Lévy, c'est ce désir de mixité sociale. Alors peut-être qu'on peut aussi se poser la question de ce que chacun met derrière cet idéal de mixité sociale. Avec deux mots que j'ai retenus, c'est l'équilibre et le fait que c'était un idéal à rechercher. 38% des habitants de QPV jugent leur quartier équilibré en matière de mixité sociale. C'est peut-être un taux qui peut interroger. Bruno Arcadipan, il faut des salariés dans les quartiers, il faut une mixité. Et vous, c'est ce à quoi vous essayez de vous employer aussi avec Action Logement et la foncière. Nous, c'est notre ADN historique. Donc là, on est complètement au cœur du sujet. Loger les salariés, c'est par définition être présent dans ces quartiers, présent au cœur des bassins d'emploi, comme je le disais tout à l'heure. Dans nos valeurs fondatrices en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, notre objectif numéro 1, c'est de loger des salariés. Donc évidemment, loger des salariés dans ces quartiers est absolument essentiel. Et c'est pour ça que, je le disais, il y a 20 ans maintenant, nous avons pensé à créer cette foncière logement pour loger dans des conditions ultra optimisées. La qualité des logements livrés par la foncière logement depuis 20 ans les qualités sont exceptionnelles. Ce sont des appartements plus grands, plus qualitatifs, et il y en a juste eu 30 000 en 20 ans de construits. Donc, Action Logement a véritablement un ancrage territorial sur l'ensemble, je dis bien sur l'ensemble de nos territoires, et tout particulièrement dans ces quartiers. Ensuite, peut-être que si on fait un lien avec ce réabondement de 2 milliards d'euros, pourquoi, au-delà de tout ça, on peut le faire? Pourquoi on a souhaité le faire? Et notamment pourquoi Action Logement a souhaité remettre 1,4 milliard au pot? Pour une raison très simple, et ça a été clairement prouvé par cette étude, on doit aller plus loin et plus vite. Plus loin et plus vite, on le voit dès le démarrage de CGRU, il y a entre nous une véritable convergence. Il y a une convergence nationale qui se dégage. Marianne l'a souligné, on a envie, on veut aller plus loin, les projets sont là, etc. Mais cette convergence nationale doit être mise en relief avec une convergence, une optimisation territoriale. Donc aujourd'hui, un de nos rôles essentiels, je crois, dans tout ça, et notamment pour aller vers la mixité sociale, pour aller plus loin dans la mixité sociale, c'est d'entraîner avec nous les élus locaux, d'entraîner avec nous les opérateurs locaux. Parce que sans eux,
Les grues n'arrivent pas dans les quartiers. Et l'essentiel dans tout ça, c'est pas le financement et tout le reste. Ce qui est important, c'est de transformer ces quartiers. Et pour les transformer, il faut en effet, et je suis peut-être le mieux placé pour le dire, il faut travailler sur le logement. Il est impératif de construire, et je dis bien de construire, il faut rénover, etc. Je suis tout à fait d'accord avec la rénovation énergétique, il faut y mettre plus de moyens, il faut retravailler les espaces verts, etc. Ça a été dit, oui, mais il faut également construire. Il faut apporter une offre nouvelle dans ces quartiers, continuer à accélérer, à aller plus vite dans la délivrance de l'ensemble de nos projets. Et en tout cas, c'est à ça qu'on va veiller dans les mois et les années qui viennent. Et en tout cas, vous pouvez compter sur Action Logement pour un engagement total pour ces opérations, et notamment pour gérer et lutter et d'aider, accompagner la mixité sociale. Merci, c'est dit. Marianne, oui, vous n'allez pas venir à l'encontre de ce discours. Forcément, il faut construire plus, ça vous parle. Sachant quand même que Bruno Arcadipane parlait d'un consensus national. Le consensus sur cette question de la mixité, il n'est pas total. Vous venez d'ailleurs, le logement social vient d'ailleurs de faire l'objet d'une attaque, si je puis dire, dans un rapport de la Cour des comptes qui estimait que finalement, il logeait pas suffisamment les plus pauvres. Donc cette question de la mixité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, chacun met peut-être ce qu'il veut derrière, et comment vous, bailleurs sociaux, vous essayez de répondre à cette problématique avec cette injonction de loger les plus pauvres, tout en ne participant pas peut-être à une ghettoisation des quartiers? D'abord, vous l'avez dit, on est dans un système aujourd'hui d'injonction assez contradictoire. Et donc, en tant que professionnel, on essaye de naviguer au milieu de ces injonctions. Mais on a aussi, parce qu'on est au contact de la France telle qu'elle est, la France populaire, c'est aussi celle qu'on croise tous les jours dans notre activité. Donc on a aussi un regard et un point de vue sur cette question-là. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je le dis aussi, ce que dit Bruno est important, parce que c'est aussi une façon de rappeler qu'il y a des salariés modestes et que ces salariés modestes ont besoin d'être aidés pour accéder à leur logement, dans cette France, dans sa diversité. Et alors, ça a été dit, vous le disiez en introduction, de ce point-là, ça mériterait peut-être qu'on ait une discussion plus approfondie, et d'ailleurs peut-être qu'un jour on s'en saisira, sur ce qu'on met derrière le sujet de mixité, ou en tout cas sur ce que mettent nos concitoyens. Mais nous, ce qu'on met derrière le concept de mixité, c'est vraiment cette question de la mixité sociale, de la mixité culturelle, de la mixité générationnelle, parce que c'est aussi important que les générations se croisent et se rencontrent, et qu'on ne soit pas dans une vision fantasmée, passéiste ou complètement angoissée de ce que peut être la mixité. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est les chiffres qui ont été indiqués, qui sont assez amusants et qui mériteraient d'être effectivement adressés aux sages de la rue Cambon, à quelques parlementaires. Quand je vois que dans les quartiers, les habitants des quartiers sont 78% à souhaiter des quartiers plus mixtes, alors même d'ailleurs, mais vous l'avez dit, l'échelle de différence n'est pas énorme, en général c'est 71%, donc en fait c'est les habitants des quartiers qui aspirent à plus de mixité. Donc au fond les séparatismes ne sont pas vraiment là où aujourd'hui on passe son temps à les dénoncer et à les placer, et je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement rassurant, parce que et ça renvoie aussi aux autres questions qui étaient mises en avant, l'école, l'emploi, etc. C'est que ce dont les gens ont besoin, ce dont les gens ont envie dans les quartiers, c'est de la République en fait. Dans ses interventions, dans sa capacité à faire preuve de solidarité, dans sa capacité à faire se rencontrer, se croiser des parcours, des gens qui ont des horizons différents, mais qui essayent d'aller dans une même direction, qui a une dimension d'émancipation, de faire que au fond c'est assez simple, hein, Olivier connaît ça, les gens ce qu'ils veulent c'est que leurs enfants réussissent à l'école, voilà, qu'ils aient une chance, non mais si on résume, hein, d'avoir un logement dans lequel ils sont bien, ils se sentent bien, et puis tout ça pour à la fin trouver un boulot. Je veux dire, c'est quand même ça, il n'y a pas de... Voilà, une fois... Alors c'est compliqué, ça nécessite de mobiliser beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a des points de départ, tout le monde ne part pas exactement au même point de départ, mais c'est pas... Voilà. Après, on voit à peu près ce que ça recouvre comme ambition, et c'est assez simple, et je pense qu'effectivement, c'est un peu une ambition qui est partagée par tout le monde dans ce pays. Merci. Olivier Klein, forcément, la mixité, ça reste un objectif pour la NPNRU. C'était un des points faibles peut-être du premier programme. On avait rénové les quartiers, on avait rénové le bâti, mais la mixité n'était pas encore au rendez-vous. On voit que c'est une attente qui est encore très forte. Comment, concrètement, l'ANRU aujourd'hui peut travailler à améliorer cette problématique ? Alors c'était déjà un objectif du premier programme, bien évidemment, et le partenariat avec la Foncière Logement y concourt.
ça reste un objectif compliqué. D'abord, enfin, moi je crois d'abord à la mixité propre à ces quartiers. Un des enjeux aussi de notre action, c'est faire que les populations qui vont bien ou moins mal restent. Et une des réussites des programmes, c'est aussi de permettre ça. Et pour permettre cette mixité, c'est ce qui a été dit par Bruno, par Marianne et par Jean-Daniel, c'est réussir toutes les fonctions de la ville. Les gens, ils aspirent à une vie normale et à ce qu'est leur représentation de la ville. Donc, un logement, des transports pour aller étudier, travailler, un environnement agréable, des espaces verts. Vous connaissez mon attachement à la question de l'école, parce que l'école est évidemment un élément essentiel du parcours résidentiel. Je pense qu'on se pose tous cette question-là. Dans quelle école je vais mettre mon gamin tous les jours et est-ce qu'il va avoir autant de chances que d'autres de réussir? La question de la sécurité, je crois qu'elle est extrêmement importante dans nos quartiers. Et il faut vraiment l'ancrer dans la durée après la livraison des programmes. Donc, il n'y a pas de baguette magique pour réussir la mixité. Mais d'abord, c'est cette envie de mixité, et ça c'est important, cette capacité effectivement à faire venir et rester les salariés, continuer à accompagner les plus fragiles. On l'a vu dans cette crise sociale et sanitaire, on a vu les problématiques sociales déclenchées par cette crise, les problèmes de nourriture, tout simplement. On sait que ces quartiers sont quand même des quartiers aussi de très grande pauvreté. Moi, moi, je suis en plus maire d'une ville avec des copropriétés dégradées qui, effectivement, accueillent les plus fragiles des plus fragiles aujourd'hui parce qu'on n'a pas construit cette capacité de parcours résidentiel. Et puis, enfin, on peut dire que le logement social n'accueille pas assez les plus fragiles, mais il faut continuer à dire qu'il faut construire beaucoup de logements sociaux. Et partout et très vite. Parce que c'est ça aussi l'enjeu de la mixité. C'est cette capacité à rompre l'entre-soi et à faire que les populations fragiles puissent aller partout dans nos quartiers. Et nous, on est très heureux de les accueillir, les maires qui ont des quartiers en politique de la ville, et on se donne les moyens d'accueillir les gens le mieux possible. Mais il faut aussi, si on veut de la mixité, il faut se donner les moyens de permettre ce parcours résidentiel, ces chemins de vie qui font qu'à un moment, on rentre dans un quartier, à un autre moment, on le quitte. Mais quand, comme ça était trop souvent le cas, quand une famille quitte un quartier, elle ne doit pas être remplacée par une famille qui est encore plus pauvre que celle qui est partie. Je crois que la mixité sociale, ça ne se décrète pas. En fait, là, on essaie de trouver une définition, quelque chose d'assez complexe. Et je crois que ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit comment? En donnant des perspectives à l'ensemble de notre population. Quand la Foncière Logement, par exemple, construit dans un QPV, elle a systématiquement plusieurs offres. Une offre locative, du locatif libre, et puis de l'accession à la propriété. Ça fait venir des salariés. Et pas n'importe quel salarié, on l'a dit. Des très jeunes, 60% des locataires ou des propriétaires de la Foncière Logement ont moins de 35 ans, donc ils créent en fait leur cocon familial dans ces quartiers, etc. Et surtout, ils apportent une vision, des perspectives, une envie. Pourquoi? Parce que ces salariés sont entre 150 et 200, ont des revenus entre 150 et plus de 250% plus élevés que la moyenne. En général, c'est 170% pour être très précis à Saint-Denis, c'est 150% sur la métropole lyonnaise et c'est 230% par exemple à Aix-en-Provence. Nous étions avec Madame la Ministre le 26 mai ensemble pour inaugurer une résidence qui s'appelle Cadence, en plein cœur de Saint-Denis, à 2 pas d'ici. Dans cette résidence, qu'est-ce qu'on a pu proposer? 79 logements collectifs, 31 logements à l'accession et 48 en locatif libre. Ça donne une vision aux jeunes de nos quartiers et même aux moins jeunes. Il est important que la mixité, elle se fasse
notamment au niveau du social, mais aussi une mixité qui donne une vision, un avenir à ces quartiers. Alors la mixité, ça passe peut-être aussi par les interventions autres que le bâti. L'ANRU diversifie ses activités, si je puis dire, au-delà de ce qu'on était habitué à lui voir faire. Vous allez maintenant sur ces champs que sont l'agriculture urbaine, vous travaillez sur les écoles, on sait, pour quiconque vous a déjà entendu sait que c'est une problématique qui vous est chère, Olivier Klein. Vous allez aussi sur la question des maisons de santé. Vous voulez vraiment faire, Marianne parlait tout à l'heure de ce plus de République dans les quartiers, vous voulez vraiment participer au fait que ces quartiers finalement soient des quartiers comme les autres, voire même deviennent des quartiers d'excellence, de référence et qui puissent montrer une marche à suivre pour le reste des autres territoires. Oui, je crois qu'on est persuadé que l'exemplarité vient aussi et peut-être surtout de ces quartiers. Et donc en ayant cette chance, cette force de reconstruire la ville, je crois qu'on peut être exemplaire. On a vu les mouvements qui ont traversé ce pays, les gilets jaunes, etc. Cette peur de la rupture, cette peur de la fracture qui est présente dans notre pays. Bien, avec l'action de l'ANRU, on peut montrer qu'on peut refaire la ville à travers le logement bien sûr, à travers une offre large de logements, mais refaire la ville, ça passe par toutes les aménités dont on a besoin, l'école, la crèche, les équipements sportifs, dans l'étude on parle des espaces verts, et la réalité c'est que parfois il y a des espaces verts dans nos quartiers, mais ils sont peu utilisés, peu connus, peu valorisés, et donc là aussi l'ANRU joue son rôle. L'accès à la culture, c'est quelque chose de déterminant dans l'envie de rester et de faire venir. Moi, je crois aussi que les quartiers, aujourd'hui, doivent être des lieux de vie, et aussi des lieux de destination. Je suis aussi président de la Société du Grand Paris. Ce qu'on est en train de construire, ce fabuleux réseau de transport, doit faire que les quartiers populaires, notamment ceux qui ont des gares, seront des lieux de départ pour aller bosser, pour aller étudier, mais aussi des lieux de destination pour aller dans des lieux culturels majeurs. C'est aussi dans nos quartiers qu'il y a des grands lieux de la culture, en Seine-Saint-Denis en particulier, mais pas seulement, qui font vivre ces quartiers. Et donc c'est vrai que c'est absolument essentiel. Et l'ANRU veut jouer un rôle d'exemplarité, d'innovation, je crois vraiment, et avec toutes les équipes de l'ANRU que je salue, le projet Quartier Fertile, faire venir de l'agriculture urbaine. Il y a cette vieille tradition des jardins ouvriers, mais là on va plus loin, on est vraiment dans une réflexion de circuits courts liés à l'envie aujourd'hui de mieux vivre, de mieux manger, de mieux faire vivre ses enfants. Toutes les questions d'innovation que les startups vont présenter ces prochains jours. On croit vraiment à l'exemplarité et à cette capacité d'avoir dans nos quartiers mieux qu'ailleurs, pas pour l'avoir que pour nous, mais ensuite pour le diffuser, pour essaimer. Donc vraiment, on se donne beaucoup de moyens. Le programme Quartier Fertile, on l'a lancé quelques jours avant le début de la crise sanitaire, en janvier. On s'est demandé, on va continuer, ça va marcher. On a eu beaucoup de réponses. On est à notre 3e appel à projet. Il y a plus de 100 quartiers fertiles aujourd'hui partout en France. Nadia était présent à nos côtés lorsqu'on en a visité un certain nombre. C'est vraiment une vraie force, une vraie envie. Évidemment, ça ne résout pas tout, mais c'est important. On voit la manière dont les habitants aussi s'approprient ces projets dans leur quartier, ont envie de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et je pense que c'est extrêmement rassurant. Merci beaucoup. Un dernier mot sur cette question, et après il nous faudra passer à la conclusion, puisque le temps, vous le savez, nous est compté, et les participants derrière leur écran sont vraiment attentifs à ce qu'on respecte le timing. Marianne Louis, les bailleurs sociaux sont évidemment partie prenante de cette innovation et sont même demandeurs de simplification, peut-être pour aller plus loin aux côtés de l'ANRU sur ces innovations. Oui, moi je rejoins beaucoup ce qui a été dit, c'est-à-dire que ces quartiers présentent un vrai potentiel par rapport à un certain nombre d'enjeux, et notamment d'enjeux urbains auxquels on est confronté. Il y a beaucoup de débats en ce moment, par exemple, autour du zéro artificialisation nette. Donc c'est cette question de savoir comment on loge, comment on évite l'étalement urbain, comment on loge au plus proche des transports. Et en même temps, il faut croiser cette question-là avec la qualité de vie. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel, par exemple, de revégétalisation dans les quartiers, de désartificialisation, qui sera dans l'intérêt des politiques en faveur du climat, mais aussi dans l'intérêt des habitants. Donc voilà, moi je trouve que c'est un vrai sujet aujourd'hui que d'aborder cette question du renouvellement des quartiers avec cet œil nouveau. Et de ce point de vue-là, les 2 milliards complémentaires qui ont été apportés en grande partie par Action Logement, également par les bailleurs,
et puis d'une certaine manière par l'État, pour pouvoir amplifier les projets de renouvellement urbain, ils doivent nous amener à regarder ce qui s'est passé en crise sanitaire, à réfléchir, à regarder ce qui se passe en ce moment, aussi les enjeux climatiques, environnementaux, et à apporter des évolutions pour placer ces quartiers déjà quasiment en avance de phase. Je pense qu'on ne doit pas être en rattrapage, on doit être en train de préparer le coup d'après. Vous savez, nous on a un partenariat avec Valor, c'est les professionnels du paysage, et on fait des trophées du paysage. 2 fois de suite, en 2018, alors 2018-2020, il n'y a pas eu de trophée. 2018, le lauréat, c'est un quartier en renouvellement urbain à Val-de-Reuil. Et le dernier lauréat, c'est Villeurbanne. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on travaille sur ces questions-là, finalement, c'est dans ces quartiers qu'on gagne et qu'on met en avant la qualité de vie, puisque là, il y a des enjeux de qualité de vie. Donc, et puis, voilà, donc tout ça pour dire que vraiment, il y a un vrai potentiel, et ce potentiel-là, et je rejoins vraiment ce qui est dit, notamment avec l'intervention des transports, notamment croisé aux enjeux environnementaux, on a une belle histoire à écrire là pour les années à venir. Merci. Benoît Caliban, sur cette question, un mot court. Je crois que si on se penche vers l'avenir, il est impératif que nos programmes de diversification de l'habitat soient pensés dès le départ. Et dès le démarrage, on doit à la fois travailler avec les élus, la maîtrise d'ouvrage et les habitants. Et puis, on doit être dur avec nous-mêmes, exigeants, parce qu'il y a une vraie attente. Et si nos aînés ont mal fait ou pas très bien fait, je crois qu'il est important de reconstruire la ville sur la ville et d'être capable de prendre ses responsabilités, de déconstruire, de démolir et de reconstruire. C'est un exemple très clair que l'on a fait avec notre filiale 3F, où on a construit 180 logements à Aubervilliers, porte de la Villette, enfin un chantier que tout le monde a vu. On démolit, on reconstruit et on redonne là un nouveau souffle à ces quartiers. Merci beaucoup. C'était donc cette dernière intervention qui vient clore cette séquence. Je voulais expliquer, le timing est contraint et pour le bon déroulé des jurys, il faut que nous respections les horaires. Je vais appeler Nadia Hay, ministre déléguée à la ville, à rejoindre le pupitre pour un mot de conclusion. Merci Madame la ministre. Pendant que Madame la ministre nous rejoint, juste un mot. On a évidemment abordé beaucoup de questions, beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps de creuser, mais justement l'intérêt de ces jurys et du plateau très dense qui vous est proposé, c'est de pouvoir y revenir. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle la possibilité de poursuivre le dialogue entre pairs et de vous inscrire sur toutes les séquences via la web app. Merci, Madame la ministre, à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'ANRU, cher Olivier, Monsieur le Président d'Action Logement, cher Bruno, Mesdames et Messieurs les directeurs des agences ANRU et Action Logement, chère Nadia et cher Nicolas, Madame Marianne Louis, directrice générale de l'USH, Monsieur Daniel Lévy, directeur général d'Aris Interactive, chères actrices et chers acteurs du logement et du renouvellement urbain. Je suis évidemment ravie d'être parmi vous ce matin avec l'ensemble des équipes de l'ANRU, de l'État, des collectivités et des acteurs du logement qui participent à cet événement pour continuer ce travail déterminé en faveur des habitants des quartiers. Je voudrais vraiment toutes et tous vous remercier car votre engagement permet de rendre concret des projets extrêmement ambitieux pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Vous l'avez tous rappelé, c'est une action déterminée, collective, qui permettra de changer la vie des gens. Je voudrais aussi féliciter évidemment les équipes de l'ANRU pour l'organisation de cet événement, car je sais qu'ils ont tout fait pour que le programme soit le plus riche et le plus interactif possible. Il est important que les GRU puissent se tenir cette année, à un moment très particulier de la vie des programmes de renouvellement urbain. La quasi-totalité des opérations du premier programme sont maintenant achevées. La plupart de nouveaux projets sont validés et un certain nombre d'opérations sont même déjà achevées. C'est maintenant que les ambitions transformatrices que nous portons ensemble au service des habitants pourront commencer à être visibles. L'objectif fixé par le Premier ministre, que des chantiers soient engagés dans 300 quartiers d'ici la fin de l'année, est déjà presque atteint avec 6 mois d'avance. C'est un message d'espoir pour nos concitoyens des quartiers prioritaires. La transformation de leur quartier est à l'œuvre et il n'y a rien de plus concret qu'un chantier pour en prendre la mesure dans la vie quotidienne. Les GRU se tiennent aussi après une nouvelle augmentation du budget du NPNRU, dont le conseil d'administration de l'ANRU a acté mardi les principes d'utilisation.
Dès 2017, le gouvernement s'est fortement mobilisé aux côtés de ses partenaires pour permettre un financement des projets à la hauteur des ambitions. Initialement de 5 milliards d'euros, l'enveloppe a été doublée et portée à 10 milliards d'euros dès 2018. Bruno Arcadipan l'a rappelé, ainsi qu'Olivier Klein au cours de cette table ronde. Lors du comité interministériel des villes, le Premier ministre a annoncé une nouvelle augmentation du financement du NPNRU à hauteur de 2 milliards d'euros, ce qui porte l'enveloppe du programme au même niveau que celle du PNRU. Cet abondement permettra d'accélérer le démarrage de certains chantiers, d'amplifier aussi les programmations. Il rendra possible le démarrage d'opérations qui n'auraient pas pu être financées sans cela, pour améliorer les conditions de logement et le cadre de vie de nos concitoyens, pour renforcer aussi la transition écologique et la mixité sociale qui a fait l'objet d'une longue discussion aussi au cours de la table ronde. Je tiens à remercier chaleureusement Action Logement, particulièrement cher Bruno et chère Nadia, pour votre mobilisation, pour votre engagement et pour la qualité des relations que nous entretenons maintenant depuis plusieurs mois et plusieurs années. On peut donc le dire sans ambiguïté, le renouvellement urbain est une priorité de ce gouvernement. Pour que la transformation urbaine change la donne, il faut qu'elle soit d'ampleur. Sur la durée des 2 programmes, les subventions de l'ANRU et prêts bonifiés d'Action Logement permettront d'approcher les 100 milliards d'euros d'investissement pour les quartiers, tous financeurs confondus. Et c'est un montant bien supérieur si l'on ajoute le plan initiative copropriété doté de 2,7 milliards d'euros qui bénéficie fortement aux quartiers prioritaires. Et c'est un montant bien supérieur encore si l'on tient compte des financements du plan de relance pour accompagner la transition de notre modèle urbain vers plus de durabilité et plus de résilience. Ce plan de 100 milliards d'euros accélérera la rénovation des logements sociaux, des logements privés, des équipements publics. Il soutiendra les copropriétés en difficulté, amplifiera le programme des friches industrielles, de l'agriculture urbaine ou encore le développement des jardins partagés. Tout cela montre bien la volonté du gouvernement, notre volonté commune, à tous répondre de manière concrète aux attentes que vous avez mises en lumière, Monsieur Lévy, dans l'enquête que vous nous avez présentée. Cette enquête montre combien les habitants des quartiers prioritaires sont en attente de mixité sociale. Les chiffres sont marquants. 7 habitants d'un quartier prioritaire sur 10 pensent qu'il est nécessaire de renforcer la mixité sociale dans sa commune, quand c'est le cas d'une personne sur 2 ailleurs dans le pays. Cette enquête met aussi en lumière des attentes fortes en matière d'emploi et de développement économique, d'éducation et d'accès aux droits, notamment à la santé. Bien sûr, les projets urbains peuvent apporter des réponses concrètes à ces attentes. J'ai pu le constater en échangeant avec de nombreux habitants et des acteurs locaux lors des déplacements. J'ai encore visité un superbe projet hier à Bondy, croisant numérique, insertion et développement durable. J'ai aussi en tête le projet de la légumerie solidaire de Clichy-sous-Bois, qui t'est cher Olivier. Tout cela est permis par la mobilisation de tous les acteurs locaux, par nos partenaires et par l'État. Mais on ne peut pas tout demander à un projet urbain, aussi ambitieux soit-il. Faire ville, c'est avant tout une question humaine, une question de cohésion sociale, d'inclusion et in fine de bien-être. Pour qu'un quartier soit attractif, il faut bien sûr garantir aux familles que leurs enfants auront de bonnes conditions d'éducation. Il faut aussi garantir aux habitants sécurité et tranquillité. Et cela aussi, ça a été dit. Tout cela n'est pas de l'urbain. Et sans cela, il est difficile de donner envie à nos concitoyens de rester dans leur quartier ou, pour d'autres, de venir y habiter. Une grande partie des réponses qui permettent de cultiver les possibles se trouve dans les politiques de droit commun et dans la politique de la ville. Vous avez souligné l'importance de l'éducation. Assurer des conditions d'apprentissage de qualité aux enfants est essentiel pour garantir l'égalité des chances, qui est au cœur de la promesse républicaine. C'est aussi essentiel pour donner envie aux enfants de rester dans leur quartier ou de venir habiter dans un quartier prioritaire. Olivier Klein vient de le souligner encore une fois à l'instant.
C'est pourquoi, après l'ANRU, l'éducation est le premier poste du budget du ministère de la Ville, avec plus de 150 millions d'investissement. Le gouvernement a créé les cités éducatives qui mettent les acteurs en réseau pour se concentrer sur les parcours de l'enfant. Comme l'a annoncé le Premier ministre lors du comité interministériel des villes, leur nombre sera porté à 200 dès le premier trimestre 2022. Ils sont déjà 126 à ce jour. Ces cités éducatives se retrouvent dans des projets urbains comme critère d'excellence. J'ai notamment en tête le projet de Chanteloup-les-Vignes qui bénéficiera de nouveaux financements car les acteurs souhaitent transformer cette cité éducative en ensemble immobilier scolaire. Et là aussi, ils bénéficieront d'autres financements de crédit de la relance. J'en suis convaincue. La meilleure réponse à apporter à nos concitoyens, elle se situe au croisement de l'humain et de l'urbain. Vous avez aussi souligné l'importance de la sécurité. Je le dis souvent, les premières victimes de l'insécurité sont les habitants des quartiers. Chacun a le droit de pouvoir circuler librement où il veut, à l'heure qu'il veut, et d'être tranquille chez soi à toute heure. Je pense en particulier aux femmes, parfois contraintes à des stratégies d'évitement. Et certains élus sont très engagés à nos côtés dans cette question. La garantie de la sécurité est fondamentale pour la réussite des projets urbains. Une fois encore, le gouvernement s'est fortement mobilisé pour les habitants des quartiers prioritaires avec le déploiement des quartiers de reconquête républicaine dont le nombre a été étendu lors du comité interministériel des villes pour répondre à la demande des élus. Je pense notamment à la maire de Vaux-en-Velin, chère Hélène Geoffroy, et que je remercie aussi de son engagement à nos côtés sur ce sujet de la sécurité. En complément, j'ai créé ce que j'appelle les bataillons de la prévention, qui renforcent la présence humaine dans les quartiers prioritaires. Il s'agit de binômes constitués de médiateurs et d'éducateurs spécialisés. Ils seront 600 à la fin de l'année dans 27 départements. Pour replacer au cœur de notre politique de sécurité la prévention, que j'estime être le meilleur filet de protection contre la délinquance juvénile. Un dernier mot sur l'image des quartiers. Certains, trop nombreux encore, portent un regard délétère sur nos quartiers. Il ne faut pas sous-estimer ce fait. Cela impacte directement notre volonté de bâtir une vraie mixité sociale, alors que cela représente une attente très forte, confirmée par l'étude qui nous a été présentée par M. Lévy. C'est pourquoi, en plus de l'action portée sur la transformation urbaine confiée à l'ANRU, nous menons une politique de la ville ambitieuse, tournée vers l'excellence et la réussite à travers l'éducation, je viens de le dire à l'instant, mais également à travers une action déterminée en faveur de l'emploi et du développement économique dans nos quartiers, qui sont de véritables vecteurs d'attractivité et donner cette envie de pouvoir y vivre. Il y aura cet après-midi une table ronde consacrée à la question du développement économique et je crois que là aussi nous aurons beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je crois aussi et surtout qu'il ne faut pas avoir peur de placer la barre très haute. La placer suffisamment haut pour pouvoir passer sans avoir à se baisser. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de la qualité de votre travail. Je ne doute pas que la richesse du programme de CGRU vous permettra d'enrichir votre réflexion et d'aller toujours plus loin dans l'innovation qui sera toujours au service des habitants et de ces territoires prioritaires. Bon travail et bonne journée à vous toutes et tous. Merci Madame la Ministre. Merci également une nouvelle fois à vous, les participants, Jean-Daniel Lévy pour le sondage et sa restitution. Merci à vous aussi, participants, de nous avoir suivis ce matin. Le prochain rendez-vous, c'est à 11h sur le thème « Ma santé va craquer ». Mais avant de nous quitter, je vous propose de découvrir en vidéo l'œuvre qu'est en train de réaliser en direct sur ce site pendant CGRU, l'illustrateur Dr Paper, une œuvre qui sera ensuite exposée à l'accueil de ce bâtiment. On regarde. Je travaille sous le nom de Dr Pepper. Je suis artiste et illustrateur basé à Nantes depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant.
Le dessin et l'architecture en particulier, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je dessine depuis que je peux tenir un crayon finalement. La base de mes inspirations et de ma passion finalement, c'est vraiment l'architecture, le voyage. C'est vraiment des choses qui me passionnent et c'est ça que je vais retranscrire dans toutes mes illustrations. Quand Lanru m'a contacté pour faire une fresque pendant les Gérues, pour moi c'est super important parce que ça correspond exactement à ce que je redessine. Je suis sensible justement quand je découvre une ville, quand je découvre l'architecture et même en tant qu'illustrateur et artiste, mais aussi en tant que citadin, à justement tous ces développements qu'on peut avoir, tous ces changements qu'on peut avoir au sein d'une ville. Changer la ville, mais aussi changer finalement la vie des citadins. Et c'est des choses qui me parlent beaucoup et que j'essaye justement de retranscrire dans mes illustrations. Et j'avais vraiment l'impression d'être finalement bien à ma place ici sur un projet comme celui-ci. Je dessine à la main, au crayon, à l'encre. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, ce côté un petit peu plus artisanal. Et je dessine à partir de choses existantes. J'ai une série d'illustrations que je dessine à partir de mes voyages. Donc c'est vraiment des villes que je visite, que je vais retranscrire sous forme d'illustration avec un style qui est le mien, que j'ai mis au point au fur et à mesure des années. Du coup, c'est vraiment un plaisir de faire cette fresque-là pendant les Gérues. Et là, j'ai hâte de m'y mettre justement et de mettre mon premier coup de crayon pour lancer le truc.